Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Prakanda Senamuka. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire tout de suite. Cliquez sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour rester informé de la sortie de chacune des vidéos de la chaîne et plus particulièrement des vidéos podcast, des entrevues avec une Wish qui sortent chaque semaine, tous les lundis et jeudis à 18h, heure de Paris-Bruxelles, et qui répondent à vos questions posées à la Prakanda Senamuka, et à l'occasion desquelles nous nous retrouvons pour environ une heure avec notre ami Ilialana, toujours aussi dévoué à vous apporter les réponses tant attendues. Bonjour Ilialana, comment ça va aujourd'hui ? Bonjour, je vais très bien, je vous remercie. Eh bien, nous voici réunis pour la 33e aujourd'hui, avec de nouveau 5 intervenants. Ne hurlez pas, ça va bien se passer, Ilialana. Oh, il en faut vraiment beaucoup pour me faire hurler, vous savez. Mais c'est vrai que la dernière fois, ça s'est bien passé, donc si c'est à peu près pareil, ça devrait tout aussi bien se passer ce coup-ci. Oui, vous verrez, tout va bien se passer. Alors, j'ai sélectionné 3 intervenants, mais le troisième intervenant a posé beaucoup de questions, a envoyé beaucoup de formulaires. Donc, on va consacrer quasiment cette numéro 33, cette 33e entrevue, à répondre à ces questions. Parce qu'elles sont quand même relativement intéressantes et je pense que ça renseignera pas mal de gens pour le coup. Alors on commence sans transition avec une question de Maojas qui vous demande ceci. Notre tutélaire est-elle destinée à nous accompagner jusqu'à la réintégration d'incarnation en incarnation, étant l'aspect de l'absolu féminin le plus en phase avec notre identité profonde, ou devra-t-elle céder sa place à une autre lors du changement d'incarnation ? Si la réponse peut varier, quel est le critère déterminant ? Alors ? Eh bien, effectivement, une tutélaire n'a un rôle d'accompagnement attribué à une âme que durant une incarnation. En principe, pas davantage. À moins que vraiment l'incarnation suivante corresponde au même profil, à la limite. Parce que chaque tige tutélaire est effectivement attribué à une âme en fonction de son adéquation avec une incarnation précise. Avec l'âme, c'est certain, mais avec la psychologie, disons, le chemin de vie de l'incarnation en rapport. Donc une fois l'incarnation terminée, en principe, la Wish accompagne l'âme jusqu'aux colonnes de lumière et la remet donc au conseil de sélection à l'entrée et s'en va en principe quasiment immédiatement rejoindre une autre âme dans son début d'incarnation ailleurs. Donc il y a souvent un problème de timing pour qu'elle puisse perdurer. Donc effectivement, le changement se fait de manière systématique. Il est déjà même arrivé qu'une vie soit changée en cours d'incarnation. S'il y a une réorientation brutale dans le chemin de vie de l'âme prend des décisions vraiment drastiques, il change beaucoup une manière d'envisager sa propre incarnation, eh bien là tout à l'heure peut s'estimer être moins en adéquation avec ces revirements-là, par exemple, il peut y avoir d'autres cas de figure, et dans ce cas, elle demande à ce que quelqu'un de mieux adapté soit la remplace sur ce poste-là, et qu'elle aille accompagner quelqu'un d'autre. Ça, c'est une possibilité aussi. Donc l'accompagnement de la tutélaire est relativement éphémère dans le parcours de l'âme en général. C'est vrai que c'est très lié à la caractéristique d'une incarnation, à la psychologie de la personne, à ses goûts, à ses facultés du moment. Ouais, c'est vrai que c'est une relation très étroite qui pourrait ne pas être suffisamment en adéquation d'existence en existence avec les propres capacités de la Wish qui l'accompagne durant une de ses incarnations. Chaque incarnation pourrait être potentiellement très différente l'une de l'autre. Voilà, c'est ça, exactement. C'est exactement ça. Ok pour ça. Alors, deuxième question de Maojas. Une conscience réintégrée, donc aspect de l'absolu, qui régresse, va-t-elle automatiquement intégrer l'antidieu ? Ou peut-elle devenir autre chose que l'absolu orthodole ou l'antidieu ? Ah, ça, haute question mystagogique.
Oui, c'est intéressant comme question, hein. On voit que c'est quelqu'un qui a de la bouteille, hein. Il a un bagage culturel, ésotérique et spirituel quand même relativement fort. Alors, intégrer l'antidieu, non. Là, franchement, il faut y aller vraiment beaucoup, beaucoup, hein. Il faut véritablement s'être entièrement, intégralement coupé de la source de l'absolu pour devenir l'antidieu. Et encore, l'antidieu est quelque chose, enfin, le phénomène en rapport a été permis parce que une circonstance très 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 particulière s'est produite, celle qui n'aurait jamais dû se produire, qui malheureusement s'est produite. Mais je dirais que n'importe qui ne devient pas anti-Dieu, même parmi les aspects de l'absolu. Alors il y a des aspects de l'absolu qui peuvent s'égarer, qui peuvent... on a rencontré des cas où certains d'entre eux, dans des contextes très particuliers, souvent incarnés, l'incarnation prend à ce moment-là, met en place des circonstances particulières qui induisent ça, pas obligatoirement, mais dans quelques cas, ça s'est rencontré, où il y a une espèce de force d'habitude qui prend le pas sur un esprit censé être éclairé, qui devrait l'être davantage que ça, et finalement crée une lente déviation qui peut être préjudiciable. Alors servir les intérêts de la cause de l'antidieu, ça c'est très probable, sans forcément l'alimenter pour autant, mais cette déviance va alimenter cette cause quelque part. Maintenant, de la devenir l'antidieu, non. Non, ça ne se fait pas comme ça. L'antidieu est quelque chose qui est apparu à un moment donné, qui n'existait pas avant, qui potentiellement était à risque sans que personne ne l'ait jamais remarqué, tant que ça n'était pas fait. Mais maintenant que ça a été fait, ça ne peut être que la même chose, mais décliné d'une manière potentiellement très différente. Mais le phénomène en soi ne pouvait apparaître et ne pouvait se manifester que dans la mesure où c'était sans précédent. Maintenant qu'il y a un précédent, ce sera toujours la même chose, toujours le même type de problèmes rencontrés, à partir de la même base, et ce n'est plus, disons, un autre aspect de l'absolu qui risque de devenir un nouvel antidieu, par exemple, ou un nouvel antidieu, ou l'antidieu qu'on a connu par le passé, qui a disparu aujourd'hui. Donc, non, c'est plutôt l'alimentation de quelque chose d'imperceptible, mais qui échappe, je dirais, au plan de l'absolu. C'est suivre une procédure, parce que chaque aspect de l'absolu a une fonction particulière. Il est un aspect parce qu'il a quelque chose à faire en particulier. Ça peut être dans l'incarnation, ça peut être hors de l'incarnation, ça peut être hors de l'incarnation, mais momentanément incarné, enfin, il y a plein de cas de figure possibles. Donc, il y a des choses précises à faire, et ça peut être fait tout en alimentant quelque chose d'opposé, sans que la conscience en rapport ne s'en aperçoive. C'est le côté pernicieux un peu. Ça c'est problématique. Ça va alimenter cette fameuse zone grise dont on a souvent parlé, qui était ni l'un ni l'autre. Voilà. Maintenant, des positions extrêmes comme devenir antidieu, non, ça je ne pense pas. Il faudrait vraiment une catastrophe énorme pour que quelque chose d'équivalent se reproduise à nouveau, soit pour réalimenter ce qui a disparu aujourd'hui, soit pour créer quelque chose d'équivalent mais de nouveau. Donc, et encore, non, ça, même pas. En théorie, oui, mais en pratique, il y a suffisamment de choses en place pour que ça n'arrive plus. Donc, il est arrivé que des aspects de l'absolu subissent un équivalent de ce qui était réservé aux âmes rebelles et félonnes, définitivement félonnes à l'époque, à savoir la dissolution. Ce n'est pas une dissolution, véritablement. Mais disons qu'on éteint un panel identitaire attaché à une parcelle de l'absolu parce que les éléments à éteindre
conduisent automatiquement à quelque chose qui ne devrait pas être. Donc comme on ne peut pas rectifier, ce n'est pas techniquement possible, alors ça c'est éteint. Voilà. C'est arrivé très peu, à 4 ou 5 occasions sur l'ensemble de l'histoire des temps. C'est vraiment le maximum. Mais pourtant, ce qui a été éteint n'était pas l'antidieu malgré tout, même si, quelque part, il le satisfaisait quand même sans qu'ils en aient conscience. Voilà. Là encore, je suppose que évoquer ce genre de questions est quand même relativement difficile et demande une gymnastique intellectuelle relativement poussée parce que ce sont des concepts qui mentalement ont peu de résonance quand même. Ce n'est pas ce qui m'a posé le plus de difficultés jusqu'à présent, mais c'est vrai que c'est difficile à évoquer en des termes simples qui puissent parler. Là, en l'occurrence, Maujas connaît probablement tout ça, assurément. Mais c'est vrai que ma réponse ne parlera peut-être pas aux autres pour le coup. Donc ça parlera dire qu'à lui ou à ceux qui ont atteint le même degré de connaissance, effectivement. Enfin, on pose la question, je réponds. Hein. Mais bien sûr, évidemment. Alors, donc merci Maujas pour ces questions. On passe ensuite à Athéna Vénus, qui revient en force avec de nouvelles questions. Bonjour Athéna Vénus et merci de votre fidélité. Donc sa première question est celle-ci. Bonjour. Selon les travaux de recherche réalisés par 3 groupes dirigés par le professeur Andrea Supertifurga, Université de Lausanne et CHUV, 2% de l'ADN humain sont des éléments fonctionnels de base pour la vie d'une cellule et d'un organisme. Quel est le rôle des 98% restants improprement qualifiés d'ADN poubelle? Alors, vous êtes calé en génétique Calé en génétique, non, pas vraiment. Enfin, j'ai une connaissance de base. Oui. Enfin, nous avons, nous, des connaissances de base. Alors, oui, l'histoire des l'ADN poubelle, oui, ça. Mais de toute façon, même la science officielle commence à reconnaître que son histoire d'ADN poubelle ne tient pas parce qu'il y a d'autres choses derrière. Mais ça, c'est extrêmement propre à l'orgueil scientifique humain. On comprend pas un truc, donc c'est que la nature a fait des bêtises, a fait n'importe quoi. Voilà, c'est pas l'ignorance humaine, c'est la nature qui est pas au point. Alors, bon, non, il n'y a pas d'ADN poubelle, pas du tout. La nature est parfaite dans ce qu'elle fait et elle le fait de manière parfaitement cohérente. Il y a des réserves de possibilités en être humain qui sont absolument phénoménales. Et il ne s'agit donc pas d'ADN poubelle, mais d'ADN de réserve. C'est comme ça qu'on l'appelle chez nous. C'est donc des possibilités mutatoires disséminées en l'organisme humain et qui permet d'envisager une adaptation relativement rapide à des modifications profondes de l'environnement humain de manière à pouvoir perdurer, persister et se diriger vers une autre définition de la nature humaine en fonction des impératifs qui sont imposés aux conditions de l'incarnation. Voilà, exactement ce dont il s'agit. C'est très en lien avec l'action des microzymas qui était mise en évidence par le professeur Béchamp à l'époque début 19e il me semble, ou qui a été complètement ignoré par la volonté de l'ennemi, mettant Louis Pasteur en avant, notamment pour les délires vaccinaux qu'on connaît aujourd'hui. Il avait son plan établi déjà de comme relativement longue date, donc les travaux du professeur Béchamp sur les microzymas ne lui convenaient pas du tout. Pourtant, ces microzymas sont une clé fondamentale du vivant, mais absolument fondamentale. Et cette soi-disant ADN poubelle est vraiment en lien avec ça. C'est une comment dire, les microzymas, en vitesse, vraiment rapidement, ce sont les plus petits éléments du vivant que on peut rencontrer dans la nature. Ce sont des briques fondamentales.
en s'associant entre eux, et évidemment ils ont eux-mêmes une conscience, en s'associant entre eux, ils peuvent créer n'importe quoi. N'importe quel organe, n'importe quelle cellule, n'importe quel codon d'ADN, n'importe quelle information du vivant. C'est la plus petite brique possible du vivant. Et dans le processus de génération d'un nouvel organisme vivant, donc stade fœtal et ensuite naissance, et puis voilà, les microzymas qui sont à l'origine de toute chose vivante, même minérale, créent en fonction de l'héritage du passé et des possibilités de projectives d'un avenir potentiel, ils créent de l'ADN de réserve, immédiatement disponible pour pouvoir réparer ou s'adapter à quelque chose de nouveau. C'est absolument fabuleux. La science officielle reconnaîtra ça et l'enseignera et la mettra à profit d'ici relativement peu de temps. C'est un degré certainement le plus... C'est un des éléments les plus fascinants de la biologie. Et c'est vrai que ces microzymas sont, il me semble, des éléments qui sont biologiquement équivalents à beaucoup de choses qu'on peut trouver dans la nature, sous forme vibratoire, sous forme spirituelle, sous plein de formes finalement. Il y a un dénominateur commun à tout ceci qui est le ferment fondamental de l'unité permettant une cohésion du tout avec le tout sur base de manifestations différentes de la même catégorisation de ce fondement unitiste. Effectivement, le microzyma est quelque chose qui est directement produit par l'essence même de la... Je sais pas, il n'y a pas de mot pour dire ça encore une fois. En physique quantique, on parle de la théorie des cordes, hein, le plus petit dénominateur commun de l'existence. La corde qui, en vibrant et en s'associant, donne des sous-particules, lesquelles s'associent avec d'autres donnent des particules, etc. Et ben cette corde, même si elle est à l'origine de la création de toute chose, y compris du microzyma, à sa propre échelle, le microzyma est un peu l'équivalent des cordes au niveau biologique, par exemple. Tout se reproduit comme ça. Il y a des étagements ou des modèles de croissance et de développement de l'existant se reproduit d'étage en étage. C'est absolument fabuleux. Bon, d'un autre côté, c'est un sujet qui risque de ne pas parler à grand monde quand même, parce que c'est quand même relativement pointu. Mais enfin voilà, j'espère que Athéna Vénus aura donc une réponse satisfaisante à sa question. Alors sa deuxième question est celle-ci. Dans le nouveau paradigme, sera-t-il possible au corps d'éliminer toute substance chimique, traitement médicamenteux par exemple, tout en se débarrassant de leurs effets secondaires? Pour faire plus simple, est-ce que le corps sera en mesure de se régénérer avec aisance dans le nouveau paradigme? La réversibilité des maladies sera-t-elle possible? Il me semble que ça aussi, hein, on en avait parlé déjà. Oui, absolument, oui, le sujet a été traité quand même relativement en profondeur, me semble-t-il. Enfin, c'est le souvenir que j'en ai. Dans la vidéo podcast numéro 26. Oui, 26. Vidéo podcast numéro 26, oui. On a parlé de la santé, on a parlé des maladies et de tout ça. Je vous invite à l'écouter ou la réécouter éventuellement. Vous aurez réponse a priori à vos questions. Hein. Si vraiment il devait y avoir quelque chose, un détail pointu auquel elle ne répond pas, mais recontactez-nous. Mais normalement, vous devrez pouvoir trouver réponse à vos questions dans la 26, sans faute. Selon moi. Hein. Je m'avance un peu, mais il me semble. Je ne pourrais pas certifier du numéro de la vidéo podcast, hein, mais par contre, je sais que ça a été quand même pas mal évoqué. Hein. Alors, les amis, une fois encore, n'hésitez pas à écouter les vidéos podcasts qui ont déjà été enregistrées. Elles ont quand même réponse à énormément de questions déjà. Hein. La preuve, il y a beaucoup de doublons dans les questions, donc n'hésitez pas. Voilà. Oui, Elena ? Oui, excusez-moi, je voudrais revenir sur
Sur la première question d'Athéna Vénus, là, concernant l'histoire de l'ADN poubelle, ça m'a toujours frappé cette habitude qu'ont les scientifiques, quand ils ne comprennent pas quelque chose, de l'éluder ou de le faire passer pour quelque chose d'erroné de la part de la nature. Il faut savoir que toute la science est fondée sur le principe de modèle. Toutes les disciplines scientifiques ont leur modèle établi. Et en général, c'est l'ennemi qui fait établir, jusqu'à présent, qui a fait établir ces modèles. C'est Philippe Guimand, je crois, qui parle de la correspondance absolument obligatoire au modèle. Et du problème que c'est susceptible de poser, parce que si on n'a pas un modèle aussi vaste que la réalité, c'est forcément difficile, eh bien c'est que la réalité ne vaut rien, enfin en tout cas n'est pas celle envisagée. On considère que ce n'est pas la réalité, mais que c'est une erreur, par exemple. Ça me fait penser à la citation d'Einstein, hein, si les faits ne correspondent pas à la théorie, changez les faits. Hein, c'est exactement ça. Il y a Ivanka Trump, la fille donc de Donald Trump, qui, il me semble, s'est fait épingler sur Twitter parce que elle avait cité Einstein en ces termes. Et on lui a fait remarquer que, en fait, Einstein n'avait jamais dit ça. Officiellement, Einstein est considéré comme n'ayant jamais dit cela. C'est une invention quelconque, etc. Ben, je vous certifie qu'il a expressément dit ça. C'est une authentique citation de sa part. Elle a été éludée parce que elle mettait trop en avant le fait que l'étroitesse d'esprit du monde scientifique était déterminée justement par l'établissement de ces modèles qui étaient imposés par l'ennemi pour cantonner la connaissance humaine dans l'étroitesse de ces modèles. Et lui savait exactement ce qu'il en était. Et par esprit d'humour, disons, il a dit ça une fois, hein, si les faits ne correspondent pas à la théorie, alors changez les faits. C'est la théorie qui est sacrée, qui doit demeurer. En l'occurrence, les modèles. Donc là, on se retrouve exactement, avec cette histoire d'ADN poubelle, dans cette considération d'étroitesse d'esprit, où il faut absolument considérer comme nul et non avenu quelque chose qui ne sert pas à l'intérêt de l'ennemi, le vivant étant méconsidéré et, encore une fois, la nature considérée comme étant l'ennemi de l'homme. Hein, tout ça se tient en termes d'argument. Donc, vraiment, il faut faire attention avec la science. Malheureusement. Heureusement qu'elle est amenée à puissamment changer dans les années qui viennent. Heureusement. Enfin voilà, c'était juste pour la précision concernant la citation d'Einstein considérée comme fausse, qui en fait est parfaitement vraie. Ah ben voilà, ça a le mérite d'être dit. Hein. On vous sent énervé parfois, Iliana. Avec mais franchement, c'est vrai, quoi, pour finir. Ils sont fatigants avec leur... à quoi ça sert d'avoir à quoi ça leur sert d'avoir un cerveau, quoi. Enfin, en l'occurrence, si... Il faut prendre conscience à quel point l'étendue de la manipulation, de la connaissance humaine est gigantesque. C'est incroyable. Ça va tellement plus loin que le pire des délires complotistes, hein. Ils sont très loin derrière. De toute façon, le complotisme a été, sur les derniers temps, complètement manipulé par l'ennemi. Aussi, de toute façon, elle a toujours tout récupéré dans son profit. Oh, c'est vrai que c'est un côté fatigant, quoi. Allez, remettez-vous, ça va bien se passer. Hein. C'est bientôt fini. Allez, donc on continue avec les questions. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enfin, certaines sont missibles, heureusement. Les questions de Anton Zoltek. Alors, lequel nous demande... Je ne comprends pas certaines relations. Trump a commandé un vaccin à Pfizer qui semble encore plus dangereux que celui d'AstraZeneca. Si Trump est du bon côté et qu'il est contre les vaccins, comment se fait-il qu'il ait commandé ce vaccin ? Trump est contre le socialisme, les démocrates et la Chine socialiste. Forcément. Or, le nouveau paradigme tel que vous le décrivez suppose la fin de la propriété, ce qui ressemble clairement au socialisme. Cela fait deux informations ambiguës que j'ai du mal à faire cohabiter dans ma pensée. Pouvez-vous m'aider à trouver la cohérence dans tout cela ?
Ça, c'est intéressant. Hein. Ah oui, très intéressante question. Alors déjà, Donald Trump, d'accord, mais il faut pas mettre Donald Trump au milieu de tout ce montage. Donald Trump a été utilisé par nos soins pour mettre en place quelque chose de très précis aux États-Unis selon un plan que nous lui avons démontré et dont nous lui avons, un plan que nous lui avons proposé et dont nous lui avons démontré la fiabilité par rapport à son propre plan visant la défection du Deep State. Il fait partie d'une lignée de gens qui travaillent à défaire le Deep State. Mais tel qu'il l'avait envisagé, il ne serait pas, il serait pas allé plus loin que 3 mois dans l'efficacité de son mandat propre à cet objectif. D'ailleurs, il s'est fait coincer très rapidement, puisque fustigeant les Clinton pendant sa campagne et tout au départ, après son investiture, finalement, il les a quand même reconnus comme des gens bien, donc il était allé un peu durement tout de suite après son investiture, tout de suite après, tout simplement parce que on n'est pas milliardaire aux États-Unis sans que l'ennemi d'un dossier contre vous vous mettre sous le nez au cas où vous dépasseriez les bornes et le mettriez potentiellement en danger. Donc non, Trump n'est pas la figure de proue de tout ça, c'est une marionnette sympathique, une marionnette efficace, une marionnette consentante. Attention, hein, c'est pas quelqu'un qui s'est fait manipuler à son insu, mais il a servi d'instrument au plan de l'absolu, à notre plan que nous lui avons présenté et donc auquel il a adhéré face à l'évidence de sa légitimité et de son efficacité. C'est comme accepter que Joe Biden prenne la place alors que la terre entière sait qu'il a triché. C'est fait pour. Il a eu beaucoup de mal à admettre ça. Il a eu beaucoup de mal à renoncer à l'idée de faire valoir le fait qu'il ait largement gagné très haut la main. Mais c'était impératif au plan. Il a convenu de cette légitimité. Il a convenu du fait que c'était la seule et unique manière de parvenir à son objectif, à savoir défaire le Deep State. Donc, il faut pas mettre Trump au centre de tout ça. C'est pas lui qui est au centre. Alors, il a commandé un vaccin Pfizer. C'est effectivement vrai. Mais l'histoire ne raconte pas. Enfin, si, ça c'est su sur Internet, hein. Et si vous cherchez bien, vous verrez, vous pourrez trouver l'information, il me semble, à moins que c'était retiré, mais je ne pense pas. En l'occurrence, il a commandé un certain nombre de millions de doses de vaccins à Pfizer pour établir le fait à l'analyse du produit qu'effectivement il était contaminé. Et ça, il l'a mis en avant. Alors à l'époque, les grands médias, évidemment, ne l'ont pas très peu relayé. L'information s'est diffusée malgré tout sur les petits réseaux, sur les réseaux sociaux, sur les réseaux alternatifs, légèrement. Mais en fait, ça a permis de mettre en évidence le fait que, effectivement, il y avait contamination, qu'il était absolument hors de question de vacciner sa population avec ça. Ce qui a donné un petit coup négatif à Pfizer, puisqu'ils veulent absolument avoir le monopole du marché mondial du vaccin contre le Covid, et qui est en fait un produit d'empoisonnement pur et simple, effectivement. Donc l'histoire, votre source d'information ne vous dit pas pourquoi il les a commandés. Il n'en a pas commandé un échantillon gratuit histoire de l'analyser, sinon ça aurait paru extrêmement suspect. Il en a commandé quelques millions de doses pour que les autres se disent, ah ça y est, il a entendu raison, on va lui refiler notre marchandise. Et en fait, il ne les a commandés que pour l'analyse, il s'est débarrassé du reste.
Aucun Américain n'a été vacciné avec les produits Pfizer. Alors, si Trump est du bon côté et qu'il est contre les vaccins, comment se fait-il qu'il est contre les vaccins? Voilà, la réponse est donnée. Trump est contre le socialisme, donc le démocrate, et la Chine socialiste. Or, le nouveau paradigme, tel que vous le décrivez, suppose la fin de la propriété, ce qui ressemble clairement au socialisme. Oui, mais là encore, c'est pas le plan de Trump, hein, c'est le nôtre. C'est le nôtre. Donc, cela fait deux informations ambiguës que j'ai du mal à faire cohabiter. Oui, forcément, oui. Mais il faut pas raisonner en termes d'étiquetage des choses que vous connaissez de la civilisation humaine. Le communisme est une invention de l'ennemi. Le capitalisme est une invention de l'ennemi. Les deux éléments sont radicalement opposés l'un à l'autre, mais ils servent la même cause, celle de l'ennemi. Nous avons tendance généralement à concilier les extrêmes opposés pour prendre le meilleur de chacun des éléments et faire en sorte que tout ça puisse cohabiter de manière cohérente. Encore une fois, c'est pas Trump qui prend les décisions, c'est nous. Et ce n'est pas parce que certaines décisions sont les meilleures pour tout le monde que son équivalent à représenter un abus dans un régime particulier qu'il faut en déduire que il s'agit là de quelque chose d'incohérent ou d'ennemi. Voyez, si, je sais pas moi, si on dit il y aurait de l'argent pour tout le monde. Ah oui, mais ça c'est capitaliste alors, hein, donc c'est pas bon. C'est pas vrai, ça va pas non plus. Toute chose a été exploitée par l'ennemi. L'ennemi a beaucoup segmenté chacune de ces choses. On les a regroupées par catégories et les a fait s'opposer les unes aux autres, pardon. Dans un jeu géopolitique extrêmement complexe, dont personne n'a jamais rien compris, ce qui était fait pour, hein, de toute façon, et de manière à mener toute l'humanité en bateau, et à la faire craindre les débordements des uns des autres. Un groupe était considéré comme les méchants, l'autre groupe était considéré comme les gentils, alors qu'en fait c'était plus ou moins le contraire, enfin bref, c'est une pagaille pas possible. Donc forcément, à partir du moment où on vous dit que l'avenir sera le meilleur avenir possible pour l'humanité, intégrera cet élément-là, si cet élément-là se retrouve dans l'un ou l'autre des camps que l'ennemi a créé lui-même, eh bien, ça n'en fait pas une mauvaise solution. Ça n'en fait pas non plus une solution qui n'est pas conciliable avec quelque chose de plus vaste. Dans ce contexte, on est complètement en dehors d'un principe démocratique, ou d'un principe communiste, ou d'un principe capitaliste, ou d'un principe républicain, ou d'un principe dictatorial, ou d'un principe, je sais pas, autre chose. On est extrêmement loin de tout ça. Ça, c'est une vision microscopique de la vie, tous ces éléments que j'ai donnés là. Là, on attaque un élément beaucoup plus vaste, où ces micro-éléments, mis en cohésion avec d'autres éléments de même catégorie ou plus vaste, représentent un rouage permettant une fluidité parfaite de l'ensemble des éléments constituant la civilisation de demain. Voilà. Alors, encore une fois, Trump n'est pas au milieu de tout ça. Ce n'est pas lui qui a pris les décisions. Ce n'est pas lui qui a dit que le monde de demain serait en fait considéré une abolition de la propriété privée. C'est pas lui. Lui, il n'y est pour rien. De toute façon, on lui a même pas donné ces éléments-là. Il ne sait pas de quoi sera réellement constituée en termes structurels la civilisation de demain. Il ne fait que jouer le rôle qui est le sien. Rien de plus. Ça, je pense que c'est important quand même c'est important de le comprendre. Il est un élément essentiel du plan permettant de défaire le Deep State. Le Deep State a été défait. Il est fini actuellement. Et c'est pour ça que Donald Trump n'apparaît plus, d'ailleurs, parce que son rôle est terminé. Il a dit qu'il reviendrait, enfin, il n'a pas dit. Je reviendrai, il a dit, nous reviendrons. Les forces dont il était le représentant reviendront. Et pas lui. Lui, il a joué son rôle. C'est terminé pour lui maintenant. Effectivement, je conçois que ce soit pas facile de s'y retrouver dans toute cette histoire, hein, quand même, parce que entre ce qu'on montre, ce qu'on présente, ce
ce à quoi on s'attend, et puis finalement ce dont on s'aperçoit, qui n'est pas le reflet de ce qui est vraiment, parce que ça on ne le sait pas, enfin, c'est quand même compliqué. Bon, c'est un sac de deux innommable, hein. C'est vrai que je comprends les gens qui comprennent pas bien ce qui est en train de se passer vraiment, ce qui s'est passé. On a l'impression qu'avec tout ce ramdam, finalement, ça fait complètement chou blanc. Mais je vous garantis que cette impression est absolument voulue. Il faut que ça se passe comme ça. Il faut. Ça vous sera expliqué ensuite. On apportera les éléments d'information exposant le plan tel qu'il a été conçu pour expliquer aux gens pourquoi on a fait ça, pour obtenir quel effet, et ce qui se serait produit exactement si on n'avait pas introduit ces éléments-là. C'est vrai que c'est déstabilisant et c'est désagréable, mais on ne peut pas passer à complètement autre chose si on n'est pas déstabilisé au départ. Ça c'est une loi immuable. Si vous voulez passer à quelque chose de fondamentalement différent, il faut créer un déséquilibre permettant de pouvoir... Sinon, on se raccroche à ce qu'on connaît et on le lâche pas. C'est ça le problème, en fait. Et là, je comprends que Trump soit perçu comme étant quelqu'un de fondamental dans l'histoire. Alors, en contexte, oui, par rapport au rôle qui a été le sien, effectivement, et surtout parce qu'il était président des États-Unis, que tout le monde a le regard fixé sur les États-Unis. Mais en dehors de ça, il n'intervient absolument pas. Absolument pas, ni de près ni de loin. Donc la géopolitique, c'est complexe à tous les égards, hein. Ça c'est clair. Alors, deuxième question d'Anton, qui est en lien direct avec la première question du formulaire suivant qu'il a renvoyé également, puisque la formulation est absolument équivalente, et qui porte sur un autre élément. Donc on va faire la synthèse des deux, ce sera plus simple. Donc d'après vos affirmations dans vos vidéos, il semble que vous ayez le contrôle sur les médias et les gouvernements. J'en conclus que vous pourriez décider de faire arrêter cette folie avec le port du masque obligatoire. Les masques semblent provoquer des dégâts de santé, y compris chez les enfants forcés de le porter dans les écoles. Le masque est-il vraiment nécessaire au plan que suivent les Twitch? Si oui, en quoi cela sert-il vos plans? Donc deuxième question, d'après vos affirmations dans vos vidéos, il semble que vous ayez le contrôle sur les médias et les gouvernements, donc voilà, la formulation est la même. J'en conclus que vous pourriez décider de faire arrêter cette folie avec les vaccins qui deviennent progressivement obligatoires. Le pseudo-vaccin anti-Covid semble provoquer des dégâts de santé et même modifier l'ADN humain. Ceci est-il vraiment nécessaire au plan que suivent les Twitch? Si oui, en quoi cela sert-il vos plans? Voilà, donc on a les deux questions. Nous annonçons que la Prakhana Selamuka a la main mise sur les médias et les gouvernements politiques. Donc est-ce qu'il serait possible de faire arrêter le port du masque et la vaccination? En fait, c'est l'essence de la question est là. Et si oui, pourquoi vous ne le faites pas et en quoi est-ce que cela sert vos plans? Bon, alors oui, effectivement, c'est une question qui est complexe quand même, hein. Alors là, on entre dans le vif du sujet concernant notre stratégie mise en place. Alors on pourrait effectivement faire en sorte de mettre fin au port du masque obligatoire. De toute façon, le masque ne sert absolument à rien, et faire cesser la vaccination, ou obliger l'arrêt de la vaccination. On pourrait. On aurait aussi pu, de la même manière, faire monter Trump au pouvoir et laisser les gens du Deep State défaits. Exactement de la même manière. On pourrait prendre tous les médias de la planète et leur dire, finalement, bon, pas que le Covid était un montage de l'ennemi parce que tout le monde crée le complotisme, mais leur dire, voilà, les autorités sanitaires ont établi que le Covid est jugulé et que c'est fini, la pandémie est terminée. On pourrait. Mais si on faisait ça, ça ferait quoi? Eh bien, les gens retourneraient à leur petite vie tout tranquille, tout contents, et ça en resterait là, un point, c'est tout. C'est pas l'objectif du tout. Parce que si on en reste là, la situation va pourrir sur place, et ce monde n'ira vers nulle part. Or, il faut absolument qu'il sorte du paradigme dans lequel il se trouve pour entrer dans le suivant. Ce n'est pas une fantaisie, c'est pas que ce serait mieux, ou que ce serait plus sympa pour tout le monde. Le problème, c'est que
le paradigme actuel est arrivé à la fin de ses possibilités d'expression et que de toute façon, il est mortifère. Et que de toute façon, à terme, l'ennemi reviendra dans ce paradigme-ci qui est le sien. Il reviendrait de toute manière, par quelque moyen que ce soit, au travers de qui que ce soit, ça n'a aucune importance, mais il sera là très vite. Et c'est pour ça qu'il faut impérativement que les gens cessent de penser comme ils pensent pour commencer à penser autrement, de manière conforme au seul paradigme qui soit susceptible de pouvoir octroyer un avenir à ce monde. Et pour ça, on est obligé de mettre les gens face à l'aberration que représente ce paradigme-ci, tout compris, vaccin, masque, politique, médias, république, démocratie, etc. Tout. Alors, nous avons entrepris de faire commander à des autorités supérieures, commander aux nations, de cesser d'obliger au port du masque et à la vaccination. Simplement pour tester la malléabilité des gouvernements en question. Alors, les gens en rapport n'ont pas été déplacés, n'ont pas été limogés, n'ont pas été exécutés. Non, les gouvernements sont là, ils ne servent à rien, mais les propagandistes sont là. On leur dit, bon ben voilà, vous avez une marge de manœuvre qui est quasi nulle, bon maintenant, faites comme vous voulez. Voilà. Eux connaissent le plan de l'ennemi, ils savent qu'ils doivent normalement l'appliquer. Ils savent aussi que l'ennemi est défait, eux le savent. Et nous avons ordonné à l'Union européenne de leur ordonner de cesser d'obliger les gens à porter le masque et à imposer la vaccination. Et nous regardons chez les gouvernements qui appliquent les décisions, lesquels parmi les gouvernements se plient aux décisions de l'Union européenne, qui est censée avoir préséance sur leurs propres décisions, quand même. C'est pour ça que nous avons tapé un peu plus haut. L'article de l'Union européenne est trouvable sur Internet, hein, il n'y a aucun problème, hein, c'est pas des paroles en l'air, c'est vérifiable. Bon, je prends l'exemple de l'Union européenne puisque, bon, elle intègre la francophonie, etc. On a procédé autrement au Canada. Le Canada, c'est particulier. Hein. Le Canada, c'est complètement différent et le problème doit être pris sous un angle complètement différent. Les États-Unis aussi. Là, c'est vraiment, c'est le fief de l'ennemi, dont l'ennemi a été délogé, mais on fait croire qu'il est toujours en place pour d'autres questions. Mais puisque, bon, apparemment vous êtes européen, Anton, et que vous parlez de circonstances qui se déroulent en Europe, je me concentre là-dessus. Donc l'Union européenne a exigé des États-nations qu'ils abolissent le caractère obligatoire de la vaccination et du port du masque. D'une part, pour voir lesquels des États membres mettent à exécution les directives de l'Union européenne, et d'autre part, pour voir pour ceux qui mettraient l'ordre à exécution, comment ils la mettraient à exécution, de quelle manière, s'ils essayent de détourner un petit peu l'information et présenter autrement que de manière aussi claire l'ordre reçu aux citoyens, et pour voir lesquels les citoyens refusent d'admettre l'abolition du caractère obligatoire pour s'obliger eux-mêmes au port du masque et à la vaccination. Il y a des gens qui courent se faire vacciner. Ils courent. Rien ne pourra les empêcher de se faire vacciner. Il y a des gens, ils refusent d'enlever le masque. Hein. On peut leur dire, c'est terminé, c'est fini. Ah non, moi je porte le masque. Non, c'est hors de question, vous vous rendez compte, etc. Donc ça permet de faire le tri un peu au niveau du citoyen et au niveau institutionnel. Et tout ça c'est une toute petite partie, une infime partie de ce qui représente notre plan visant à la réorientation de la conscience collective de l'humanité. Réorientation fondamentalement obligatoire. Alors, le problème, c'est que si cette procédure est suivie et respectée et que on obtient les résultats en rapport, ce qui est le cas pour l'instant, contrairement à nos souhaits les plus chers, il est bien possible qu'on obtienne pas mal de dégâts collatéraux
parmi les gens qui refusent de plier et qui souhaitent au fond de leur cœur le plus possible revenir sous le joug de l'ennemi. Ils ont besoin d'avoir un maître oppressif auquel obéir et duquel avoir peur. C'est terrible. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à se passer de ça. Eux mourront obligatoirement. Malheureusement. Il y a des gens qui sont tellement pris par la peur qu'ils sont incapables d'entendre quoi que ce soit d'autre. Leur intuition ne leur sert à plus rien, leur réflexion non plus, c'est la peur, c'est tout. Bon, on a un peu tous les cas de figure, mais il y a énormément de gens qui, confrontés à la situation telle qu'elle est, ne réagissent pas au mieux de leurs intérêts. Ça c'est un... Et on ne peut pas informer en masse de ce que l'on est en train de faire, sinon l'humanité n'obliquera pas vers un nouveau mode de pensée. Il y a des gens qui refuseront d'obliquer, ils ne le feront pas. Il y a même des gens qui le feront, mais qui supporteront pas le résultat, et qui se retrouveront tellement pénalisés qu'ils n'arriveront pas à se maintenir physiquement dans ce nouveau paradigme. Et des gens mourront à ce moment-là. On le sait, ça. Mais si on ne fait pas ça, toute l'humanité est perdue. Toute. Alors, il faut faire un choix. Ce choix n'a pas été long à faire. Tout simplement. Donc voilà, on est un peu dans ce cas de figure. Maintenant, pour la nocivité des vaccins, c'est oui et non. Hein. Il y a certaines personnes, on leur inocule le vaccin, elles sont pas bien pendant 2-3 jours et ça passe très bien ensuite. Il y en a d'autres qui la reçoivent, qui meurent sur place. Et d'autres qui vont développer des choses, mais différentes de ce à quoi l'ennemi s'attendait. Ça aussi. Enfin, je peux pas trop en dire à ce niveau-là, mais je vous garantis que c'est sous contrôle. Alors pour l'instant, il y a encore de la part de nombreux États, notamment la France, une application d'une politique de terreur sur sa population. L'enjeu à ce niveau-là, c'est que les gens parviennent à s'affranchir de la peur. C'est une méthode à la dure, mais c'est la seule qui fonctionne, prise dans le plan plus vaste qui est actuellement mis en place et qui est le seul et unique à pouvoir permettre d'obtenir le résultat attendu, à savoir cette sortie de ce fichu paradigme auquel les gens tiennent le plus au monde parce qu'ils sont absolument certains qu'il n'en existe pas d'autre. Ils le haïssent, mais ils n'arrivent pas à s'en passer. C'est quasiment de l'addiction, je dirais toxicomaniaque quasiment. C'est pas loin d'être ça. C'est extrêmement puissant comme problème. Hein. Mais on y arrive. Ça, je vous garantis qu'on y arrive. Sans problème. Mais les dégâts collatéraux risquent d'être importants malheureusement. C'est vrai que l'enjeu est gigantesque et que le problème est énorme. Hein. Il faut résoudre cette équation. C'est pas simple. C'est pas simple. Alors, deuxième question du deuxième formulaire envoyé par Anton. Si j'en crois vos vidéos, dans le nouveau paradigme, tous les besoins vitaux seront gratuits et le revenu de base universel. Or, si le revenu de base est universel, les gens n'auront plus besoin de travailler pour avoir de l'argent. Dans ces conditions, comment et par qui prévoyez-vous que tous ces besoins vitaux seront produits, notamment la nourriture, l'habillement, l'entretien des logements, les services de santé, etc. C'est une excellente question. C'est une question qu'on s'est posée, hein, finalement. Alors, on peut en dire quoi, Léane ? Alors, cette question, elle est absolument fondamentale. Elle est complètement centrale dans notre plan visant à l'élaboration, la mise en place de la stratégie à l'origine du nouveau paradigme dans sa concrétisation civilisationnelle, si je puis dire. Parce que... En fait, l'objectif, vous avez parfaitement raison, hein, votre question elle est parfaitement légitime et effectivement, elle est au centre de cette stratégie. Donc, je vais vous expliquer. C'est pour résoudre ce problème, le problème que vous évoquez dans votre question, que justement les choses ont été mises en place comme ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à l'humanité de penser autrement du jour au lendemain. Là, on a parlé, pour votre question précédente, des possibilités de passage de l'ancien paradigme au nouveau. Maintenant, une fois qu'on sera dans le nouveau, il y aura aussi des étapes à franchir.
Et l'une de ces étapes, absolument cruciale, fondamentale, c'est que l'être humain fasse passer l'argent du centre de sa vie à la périphérie. Jusqu'à présent, il y avait énormément de produits et services, de biens et services, on va dire, et peu d'argent pour y avoir accès. Dans le nouveau paradigme, ce sera le contraire. Il y aura beaucoup d'argent disponible, mais peu de biens et services. Peu, bon, relativement, comparativement à l'ancien paradigme. L'idée centrale, c'est que les gens parviennent à se rendre compte que l'argent n'a plus ce côté indispensable qu'il avait jusqu'à présent. Ça fait des millénaires que l'ennemi met en place une stratégie visant à faire de l'argent un élément absolument fondamental à la survie. Ce qui sera complètement différent, erroné d'ailleurs, dans le paradigme suivant. Mais ça, il va falloir le comprendre. Alors, admettons que vous ayez des gens, on va prendre le problème autrement, un boulanger fait son pain, tout ça, il se lève à 5 heures du matin, enfin, il prépare sa fournée extrêmement tôt, et bon, il fait ça pour vivre, il a fait boulanger, quoi, donc il en fait son métier. C'est peut-être pas le meilleur exemple parce que ça fait peut-être partie des choses qui seront gratuites. Mais enfin bon, peu importe, hein, c'est juste pour l'image. Le boulanger reçoit la mention universelle et la plupart de ses obligations financières lui sont retirées. Il dit, bah, c'est tout bénéfice. J'ai plus besoin de faire mon pain, plus besoin de me lever à 5 heures. C'est génial, j'ai de l'argent. Et puis, avec cet argent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la fête. Il va aller chez un caviste, chez qui il pense trouver des bouteilles, c'est son copain, ça tombe bien, et il va aller chez le fromager, et il va aller chez le boucher, enfin le boucher peut-être moins, mais enfin, bon, peu importe. Et en arrivant chez eux, eh bien, il trouve porte close. Alors il sonne, mais c'est pas ouvert. Ah bah non, maintenant j'ai de l'argent, donc j'ai plus besoin de travailler. Et toi, tu travailles pas? Ah bah non, en fait, non, c'est vrai. Non, mais je venais chez toi pour faire la fête, pour fêter cette nouvelle situation. Ah ouais, mais moi je travaille plus, hein. Voilà. Alors les gens vont être mis en relation. Tous ces gens qui ne voudront plus travailler parce qu'ils auront de l'argent vont être mis en relation obligatoirement et se rendront compte que leur argent ils peuvent plus rien en faire parce que plus personne ne produit rien. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bon, ça rejoint un peu c'est pas un proverbe ni une maxime. C'est plus une prophétie, n'est-ce pas, les Amérindiens qui disent le jour où l'homme blanc se rendra compte que quand il aura saccagé toutes les mers, tous les océans, rasé toutes les forêts et abattu tous les animaux, etc., eh bien il s'apercevra que l'argent ne se mange pas. Eh bien, on est exactement dans cette même configuration. Au départ, ça risque d'être un petit peu difficile. Mais si les gens et si l'humanité veut survivre, il faudra bien que chacun prenne conscience que ce qu'il fera, le pain que fera le boulanger, le fromage que fera le fromager, etc., que les gens qui fabriquent des choses essentielles à tout le monde, il faudra bien que ces gens se rendent compte que leur travail est essentiel à tous. Ce n'est pas pour gagner de l'argent, c'est pour coparticiper à la mise en place d'une civilisation cohérente où tout le monde a besoin de tout le monde et où chacun est une pièce absolument indispensable du puzzle, contrairement à ce qui est le cas aujourd'hui où chacun est une pièce jetable, l'essentiel étant l'argent. Alors, il y a beaucoup de choses qui seront fabriquées par les machines ensuite, surtout les éléments les plus pénibles à produire. Mais il est absolument impératif et tout est mis en place au niveau de la conscience collective de l'humanité pour que ça produise cet effet. Attention, c'est pas un coup de dé, hein. On dit pas on espère que ça va marcher, sinon tout le monde va mourir. Non, évidemment non. Hein. Mais il va falloir faire passer l'humanité par cette prise de conscience fondamentale, que si chacun ne prend pas conscience de l'importance qu'il représente dans l'ensemble
du cadre de la société humaine, eh bien, personne ne pourra plus rien faire de l'argent qu'il recevra. Et là, l'argent reprendra sa seule et unique valeur, celle de l'échange, censé être équivalent, et non pas instrument de pouvoir. C'est la seule manière de faire. Parce que dans cette nouvelle logique, où l'argent sert simplement de dénominateur commun d'échange, où chacun produira, non pas pour gagner de l'argent, mais parce qu'il aura conscience que ce qu'il fait est indispensable à chacun, et ça de la part de chacun par rapport à tous. Il n'y a que dans cette logique-là que, pour finir, l'argent pourra disparaître de ce monde un jour. Et ça, c'est pas du communisme, ça. Même si, en n'étant pas perverti, l'idée de base du communisme aurait pu donner quelque chose de très bon. Mais sa perversion a été terrible. Comme tout le reste, le communisme ou autre chose. Mais là, on est c'est le nerf, quelque part le nerf du monde économique de demain. L'argent n'est pas au centre de rien. L'argent n'est au centre de rien. L'être humain est au centre de tout. Sa capacité, son effort, sa bonne volonté, sa bienveillance. Parce que si le boulanger fait du pain pour les gens, si c'est pas pour l'argent, c'est pourquoi? C'est pour nourrir les gens. C'est par altruisme. Il le fera dans un esprit complètement différent. Et ce que les gens en retireront en mangeant ce pain-là, fait dans un esprit complètement différent, sera tout à fait différent. Alors, on parle du pain symboliquement, parce que c'est vraiment le symbole de ce qui nourrit l'homme, quoi. Le pain sera peut-être industriel, encore que je ne pense pas que ce soit souhaitable, parce que la conscience que un homme met dans le travail qu'il fait, dans ce qu'il produit, surtout si c'est ingéré par quelqu'un, est énorme, est irremplaçable. Donc vous voyez, c'est une toute autre manière d'envisager les choses. Et elle est parfaitement rationnelle. La seule chose, c'est qu'il faut mettre en place les éléments qui vont permettre à l'humanité de comprendre ça en extrême profondeur. Leur expliquer comme ça avec une notice explicative, ça suffira pas, il faut qu'ils le vivent. Ils le vivent profondément dans leur propre existence. Et il va falloir que les gens communiquent entre eux pour que les uns et les autres échangent leur ressenti par rapport à cette importance fondamentale. Ça se fera, mais ça ne se fera jamais autrement que comme ça a été prévu. Donc, en passant par cette abondance d'argent et cette diminution de biens, face au travail qui ne sera plus considéré comme quelque chose de pénible pour pouvoir gagner sa vie, mais qui sera quelque chose de joyeux pour contribuer à faire fonctionner cette société. Parce que la vie, il n'y aura pas besoin de la gagner, elle sera acquise déjà. Et une fois acquise, on montrera aux gens la valeur qu'elle a et ce qu'elle a à apporter à l'ensemble de la civilisation humaine nouvelle. Ouais, c'est complètement différent. Ça paraît peut-être au jour d'aujourd'hui, pourtant on est très proche de ce temps-là, ça peut encore paraître éventuellement utopique, un peu. Les gens penseront jamais comme ça, etc. Et pourtant, si, ils penseront comme ça. Ils seront contraints de penser comme ça, parce que c'est comme ça que les choses sont mises en place. Et pour amener à ça, c'est la situation actuelle, telle qu'elle est actuellement, où les gens croient que l'ennemi est encore en place, alors qu'il ne l'est plus, qu'ils pourront accéder à un autre mode de pensée par l'expérience vécue des quelques semaines qui vont venir. Voilà. Là, on évoque quasiment le cœur opérationnel de votre stratégie visant la mise en place d'une nouvelle civilisation, apparemment. Mais bien sûr, absolument. Ça se met pas en place tout seul comme ça, juste parce qu'on en a envie, ça certainement pas. Les ascensionnistes, les extraterrestres viennent nous emporter dans un autre monde merveilleux, une espèce de paradis, une nouvelle planète toute neuve, qui a plus qu'à saccager comme on l'a fait avec la précédente, c'est merveilleux. Non, ça c'est de l'illusion, c'est du rêve, c'est du délire, ça.
Ça, non, pas du tout. Hein. Non, ça se passera sans problème. Mais dans des circonstances très précises. Hein. On fait pas changer de cap une humanité qui est en esclavage depuis des millénaires, par un claquement de doigts en leur disant, oh, bah, c'est fini. On le pensait. On croyait vraiment que ça pourrait se passer comme ça. Mais ça ne fonctionne pas. Et je vous garantis que l'ennemi a pris toute la mesure de ce risque potentiel et a posé les freins où il fallait pour éviter que ça se produise. Donc maintenant, on est bien obligé de faire avec ce qu'on a pour pouvoir sauver cette humanité, malgré elle, c'est ça la difficulté. Tout en la faisant accepter la situation, raison pour laquelle on a dû faire croire que l'ennemi était encore en poste, alors qu'il ne l'est plus. Et en faisant passer ses décisions pour de plus en plus stupides, pour qu'il se rende compte à quel point l'ennemi n'est pas si sérieux qu'il en a l'air, ou qu'il en donnait l'air. Hein, parce que il n'y a que la malveillance qui soit sérieuse, sinon on est à rigolo. Ah, ouais, pourquoi pas, hein. Mais avec cette mentalité-là, qui est commune à chacun, quoi qu'on en dise, envers et contre les gens eux-mêmes qui le croient, on n'arrivera pas à quel que vous paradigme que ce soit. Donc là, on n'a pas le choix. C'est ça, ou malheureusement ce n'est rien. Mais vous verrez, ça va très très bien se passer. Sans problème. Et on y arrivera sans problème. On est quasiment garanti de la victoire maintenant, on le sait. On n'y croit pas. Au départ, on disait ça devrait fonctionner. Aujourd'hui, on sait que ça fonctionne. Donc on sait que ça fonctionnera aussi. Eh ben, c'est parfait. Donc voilà. Alors, autre question d'un autre formulaire d'Anton. Il nous dit, il semble que le plan de l'ennemi et celui d'Edwige aient des aspects extrêmement similaires. Oui, ça on l'avait déjà dit. Hein. On avait déjà évoqué la question. C'est vrai, effectivement. Oui, hein, il me semble que ça avait été évoqué, effectivement. Alors, extrêmement similaire. Donc, revenu universel, suppression de la propriété, réquisition et redistribution des biens immobiliers. Dans ces conditions, comment savoir dans les faits si c'est l'ennemi qui a le pouvoir ou bien l'Edwige? Ah, ça, c'est une bonne question pour le coup. Alors, comment on peut savoir? C'est vrai que c'est une très bonne question. Ah ben, on peut pas savoir. On peut pas savoir. Vous êtes sûr? Si, on peut savoir, Lialana. Cherchez un peu. Je comprends que c'est vrai qu'avec... en n'ayant pas le regard sur l'articulation de votre plan et de ce qui se passe et de qui vous êtes vraiment, parce que finalement les gens ne savent pas, ils peuvent faire confiance à ce que vous dites mais sans plus, il y a moyen de savoir. Ah bon, vous croyez? Il y a moyen de savoir. Ben, bien sûr, évidemment. Si, franchement. Si. Ah, en termes de conséquences. Oui, en conséquence. Et voilà, si les moyens ont quelque chose de fortement similaire, l'aboutissement est complètement différent. Oui, effectivement, c'est toujours la même chose. Non, vous avez raison. C'est vrai que ça me rappelle une citation, ça. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Voilà, exactement. Exactement. C'est vrai qu'on peut résumer ça hein, d'une certaine manière. En établissant le parallèle entre l'ennemi et nous, on peut dire que l'ennemi a toujours travaillé il a toujours travaillé pour lui, pour accroître sa richesse et son pouvoir, surtout son pouvoir. La richesse est un moyen, limite. Son pouvoir sur les gens et pouvoir opprimer toujours plus les gens. Il aurait eu la possibilité de moins opprimer les gens pour leur donner encore plus l'illusion qu'ils étaient libres, et il n'aurait pas perdu son pouvoir. Mais il est incapable de ne pas opprimer. Ça s'est vu, ça se voit encore. Or, nous n'opprimons personne. On utilise peut-être les mêmes méthodes, plus ou moins, appliquées de manière complètement différente, mais disons, de grands moyens, parce que l'ennemi sait ce qui fonctionne, à son profit. Nous savons ce qui fonctionne, c'est exactement la même chose, mais pas à notre profit, au profit de tous. Voilà, quand on dit on dépossède les propriétaires d'une grande entreprise, c'est aussi même genre. Mais pour en faire quoi? Pour nous en emparer? Non, pour le redonner aux gens qui travaillent, et que les gens qui travaillent dans cette grande entreprise travaillent non pas pour leur patron, mais pour eux, à titre personnel, que les gens qui travaillent dans l'entreprise en question en soient systématiquement actionnaires. On est toujours dans la même logique de collaboration, ou oui, finalement, faire un travail collaboratif pour un profit collectif
autant qu'individuel, où chacun est partie prenante d'un ensemble plus vaste où dont il a une importance fondamentale, du plus petit au plus grand. Là effectivement, c'est pareil. Alors, je voudrais quand même venir sur un élément, le revenu universel. Je vous signale, parce que vous ne le savez pas bien, vous ne pouvez pas le deviner, vous ne pouvez pas le savoir. L'ennemi a commencé à parler du revenu universel à partir du moment où le hiérodarque a déclaré que chacun y aurait droit. Ça a duré 3 semaines et hop, les médias l'ont sorti. L'idée, le concept a été scruté et l'ennemi s'en est emparé et comme d'habitude s'est mis en avant pour reprendre cette idée et faire croire qu'il venait de lui, alors que absolument pas. Avant que le hiérodarque déclare que ce serait ainsi dans le nouveau paradigme, jamais personne n'en avait parlé. Jamais. Donc ça aussi, hein. Alors la suppression de la propriété, oui. Le fait de voir des choses à soi n'est pas mauvaise en soi et elle sera pas niée à la limite, hein, comme je le disais la dernière fois dans une autre vidéo. Bon, quelqu'un qui fait construire sa maison, ce sera sa maison, ce sera pas celle du voisin évidemment. Mais par exemple, si quelqu'un a un animal chez lui, ce ne sera pas son chien. Le vivant n'appartient à personne qu'à lui-même. Idem pour les végétaux, idem pour les minéraux. Idem pour les humains. Ma femme, mon fils, c'est à moi, j'en fais ce que je veux. Ça ne marchera plus du tout. Et alors, plus du tout. Mais pour ça, il faut effectivement penser autrement. D'où la notion paradigmatique nouvelle, profonde, hein, pas juste une mode comme ça. Il faut un changement de mode de pensée, ce qui légitime, en fait, donc encore une fois, les procédures mises en place actuellement. Donc, le seul moyen de savoir si l'ennemi est à la tête de quelque chose qui est entrepris, c'est de regarder à qui profite le résultat. Si le résultat profite à tout le monde et crée une liberté en plus pour chacun, c'est que ce n'est pas l'ennemi. Si ça ne profite qu'à un groupuscule oppresseur dans le cadre de décisions oppressives, alors c'est l'ennemi. Jamais l'ennemi ne lâchera suffisamment de lest pour se déposséder de son pouvoir et le redistribuer à quiconque. Jamais. Eh ben, vous voyez, Liana, que c'était possible. Ouais, mais j'étais focalisé sur les arguments de la question, en fait. Ça m'en prend à penser plus large. Merci pour ça. Oh, une petite pierre de rien du tout apportée à l'édifice. Allez, dernière question d'Anton et dernière question pour cette vidéo podcast numéro 33. Vous dites dans une vidéo que la Confédération Galactique n'existe pas. Voulez-vous dire qu'elle n'existe plus ou bien qu'elle n'a jamais existé? Décidément, la Confédération Galactique... non, elle n'a jamais existé. Non, il n'y a pas... On sort d'un âge de fer. On sort d'un univers de division. Mais pas... Il n'y a pas que la planète, tout le contexte s'y prêtait. Bon, il y avait des îlots, hein, il y avait cette loi des cycles, les mondes passaient de l'un à l'autre, là, mais en général, tout le contexte cosmique, l'ensemble des humanités vivaient dans une espèce de bain qui était plus ou moins fondé sur la division et sur la rentabilité, sur la compétitivité. C'est cette manière de penser élitiste, finalement. Il n'y a aucune humanité au sein de la galaxie qui soit d'abord suffisamment évoluée pour technologiquement, au moins pour pouvoir se mettre en cohésion les uns avec les autres. Il n'y a jamais aucune humanité qui a vraiment développé un sens de l'unité suffisant pour faire bloc contre l'ennemi, pour une pauvre petite planète bleue qui était l'enjeu de toutes les convoitises. Jamais un groupe d'humanité, de civilisation et d'exo-civilisation n'aurait été assez puissant pour faire bloc contre l'ennemi qui était absolument présent
partout, fondamentalement partout. Jamais ça aurait été possible. Une telle confédération, même si elle avait été constituée de milliers d'humanités différentes, n'aurait tenu face à la force, à la puissance de l'ennemi coalisé. Elle, au niveau cosmo-universel. Jamais personne ne s'y serait risqué. Non, il faut comprendre que cette emprise ennemie était infiniment plus vaste que l'idée qu'on peut s'en faire ici. Sur votre planète, il était omniprésent, mais il était omniprésent absolument partout de la même manière. Et il y a bien eu des îlots de résistance au sein de l'humanité, mais ils n'ont jamais réussi à faire changer les choses. Quand bien même, là, au niveau galactique, ou au niveau multigalactique, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Donc non, cette confédération galactique n'a jamais existé. Personne n'en a jamais spécialement eu envie, si ce n'est pour représenter une force suffisamment représentative aux yeux de l'ennemi pour avoir sa part de gâteau et venir vous piller aussi. Peut-être sous prétexte de bonnes intentions, ce qu'ont fait les fameux grands blancs, les extraterrestres, les cheveux quasi blancs, relativement grande taille. Non. Confédération Galactique, c'est une pure invention de l'ennemi, comme d'habitude. Ce sont des fables qui ont été distillées de manière à pouvoir mettre l'humanité dissidente dans un parc de pensée bien particulière, où il ne dérangerait personne, il ne représentait pas un risque de contre-mesure opposé donc au système ennemi, tout simplement. Voilà. Désolé si ça désappointe beaucoup, si ça en désappointe beaucoup, il y a des chances parce que tout le monde s'est beaucoup raccroché à ça. Mais je vous garantis que même si eux n'ont jamais existé, ce qui existe en l'occurrence aujourd'hui est vraiment 100 fois mieux. Il n'y a aucune comparaison possible, aucune commune mesure. Voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Elialana, pour ces excellentes réponses comme d'habitude. Je remercie les gens de nous envoyer leurs questions. Franchement intéressante. Notre ami Anton était quand même... je crois qu'il y a encore des questions à lui à traiter la prochaine fois. Donc, en tout cas, j'espère que cette nouvelle vidéo podcast vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter si vous avez des remarques en rapport, afin que nous puissions éventuellement corriger. Je sais qu'on nous a fait la remarque concernant cette insistance sur le temps que prennent les vidéos. On se demande pourquoi on était si focalisé sur le temps qu'elles prennent, alors que on peut les couper et les reprendre éventuellement si on le veut. Parce que les nouveaux auditeurs risquent d'être potentiellement découragés par le temps qu'elles peuvent durer. Si ça dure une demi-heure, on peut regarder. Si c'est 1 heure, 1h10, ils risquent de passer à côté. Bon, après, c'est vrai que... Disons qu'on va laisser le destin faire son chemin, et puis ceux qui doivent regarder ces vidéos, ceux qui peuvent y trouver avantage, le feront, et les autres, le feront pas, ou plus tard, peu importe. Quoi qu'il en soit, si ce que nous faisons vous plaît, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et partager, justement, afin que d'autres puissent en prendre connaissance. Ils sont peut-être contents de les découvrir. Si vous avez en tout cas des questions, des remarques, des témoignages, des questions à poser à la PRAC en Assalamoka ou à Elialana personnellement, n'hésitez pas à vous rendre à l'adresse habituelle amgt.link, questions ou fiches, afin de nous les transmettre. Voilà, Elialana, je vous souhaite, comme à tous ceux qui nous écoutent, un excellent week-end. Et puis, on se donne rendez-vous à lundi prochain pour de nouvelles aventures. Vidéo podcast numéro 34. Merci beaucoup. À la prochaine. Portez-vous bien et que tout le monde se porte aussi bien que possible. Et à tout bientôt. Au plaisir de vous retrouver. Merci tout plein. Prenez soin de vous, prenez soin les uns des autres et que le meilleur vienne pour tous. Allez, courage les amis, on tient encore, tout va bien se passer, vous verrez. Allez, à tout bientôt, au revoir à tous. Bye bye.